Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Francosphère où une vie peut en cacher une autre. C'est le cas dans le dernier roman de la Martiniquaise Mérine Seco, D'autres vies sous la tienne, qui voit le passé refaire surface et les personnages le prendre en pleine face. Sa narratrice Céline Perma a fui les secrets de famille de son île natale pour construire sa propre famille dans la grande métropole. Mais on ne s'exile pas ainsi de son passé. Jean-Marie Chazot, lui, n'oublie pas qu'il y a d'autres vies sous la vie de la romancière Mérine Seco, par exemple celle de l'universitaire Corinne Mancé-Caster, et il consacre son Speak French à l'introduction des cours en anglais dans l'université française grâce à une loi de 2013. Dans Le goût de l'enfance d'Anne Bonneau, le yéménite Abdou Samad nous avoue qu'il est toujours accro à l'acide. Son acide s'écrit A-S-2-E-D et ressemble à de la pâte à crêpes. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Mérine Seco. Bonjour. Vous qui êtes hispanophone, quelle place tient la francophonie dans votre vie ? Une place importante puisque, en fait, la langue, on va dire, la plus parlée, que je parle le plus, c'est quand même le français, même si ce n'est pas un français standard, c'est un français francophone, justement. Qu'est-ce qui vous a poussé vers les études d'espagnol ? L'envie de conquérir par moi-même une langue que je n'avais pas reçue en héritage, on va dire. Alors vous êtes également docteur en sciences du langage, donc bien placé pour nous dire à quel point la langue que nous utilisons fabrique ou non des humains différents. Vous constatez ça justement selon que c'est l'espagnol dans lequel on s'exprime ou le français ou le créole ? Oui, la langue façonne nos identités et nos manières de voir, puisqu'on sait très bien que certaines réalités sont désignées ou pas par certaines langues. Mais ce qui est intéressant, c'est la possibilité d'apprendre d'autres langues et de se décentrer. Alors justement, tiens, la Martinique, est-ce qu'elle profite suffisamment de son implantation géographique pour s'ouvrir à l'apprentissage de l'espagnol, de l'anglais, grâce à des échanges linguistiques avec le reste de la Caraïbe ? Oui, ça c'est en train de se développer, mais c'est vrai que pendant longtemps, ça a été le point faible des politiques éducatives. Déjà, la première conquête, c'était celle du français, puisqu'au départ, les Martiniquais étaient créolophones, donc il y avait cette obsession de la maîtrise du français qui les a coupés un peu des autres langues, mais avec cette maîtrise acquise, une fois cette maîtrise acquise, on va dire que les regards se sont tournés sur les langues proches et qu'il y a cette volonté, en tout cas, d'apprendre de nouvelles langues de plus en plus. Dans votre dernier roman, D'autres vies sous la tienne, le créole revient très souvent pour formuler les choses plus intimement. Le créole, c'est la langue des sentiments, Mérine Seco ? C'est la langue de l'intime, on va dire. C'est la langue de l'intime parce que spontanément, quand on a quelque chose qui nous atteint très profondément, c'est le créole qui revient. Après, ce créole peut être matiné d'un français qui sera aussi un français des Antilles. Le français des Antilles qui est en fait une traduction souvent littérale du créole. Et pourtant, dans votre famille de fiction, les parents, Patrice, Céline, caribéens, tous les deux, eh bien, ils parlent jamais créole à leurs enfants, Anita et Karl, qu'ils élèvent dans l'Hexagone. Oui, parce que le créole, c'est aussi la langue refoulée, la langue que l'on cache. Parce que Encore maintenant ? Encore maintenant, oui. Encore maintenant, malheureusement. Mais on va dire qu'il y a beaucoup de militants qui œuvrent à ce que, précisément, il y ait cette dignité pour toutes les langues. Mais il n'est toujours pas évident pour beaucoup de locuteurs créolophones. En fait, cette dignité n'est pas évidente et il arrive que souvent, on considère comme une fierté de dire qu'on ne sait pas parler créole alors qu'on sait très bien cette langue. Si vous vous demandez encore qui vous parle justement, qui est Mérine Seco, et même si elle existe vraiment, voici ce qu'en dit Corinne Alexia dans son portrait coupé-décalé. Qui ne connaît pas Mérine Seco ? Ah bon ? Vous ne la connaissez pas ? Mais Corinne Mancé-Caster, vous savez qui c'est ? En tout cas, si vous connaissez l'une, vous connaissez l'autre. L'une est romancière, l'autre est universitaire. Les Mérines sont réputées pour leur ténacité et leur originalité. Quant aux Corinne, ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. Elles sont à la fois sociables et sentimentales, séduisantes et exigeantes. Doyenne de la faculté, directrice de recherche, présidente d'université, Corinne Mancé-Caster a soigné son CV. Mais elle a dû passer par un livre à clé pour se soulager du chauvinisme mâle qui lui a fait très mal
mal et qui l'a poussée à démissionner. Pendant ce temps, Mérine écrivait des nouvelles, Mérine écrivait des romans. Elle inventait des personnages comme celui de Mérine Seco. Qui veut dire Mérine, c'est Corinne ? Comme se le demande notre Corinne, faut-il traduire Mérine Seco en Mérine c'est Corinne ? C'est pas tout à fait Corinne, c'est précisément la partie de Corinne qui ne saurait pas se libérer sans Mérine. Peut-on dire que vous pratiquez le pseudonyme alternatif, un roman sur votre vie professionnelle, Le Talisman de la Présidente, vous le signez de votre vrai nom, Corinne Mancé-Caster, des romans sur votre vie personnelle sous le nom de Mérine Seco, plus c'est proche de vous, plus vous avez besoin de vous dissimuler ? Oui, peut-être. Et puis aussi pour retrouver le fil d'une écriture qui ne soit pas scientifique, mais plutôt plus fictionnelle, j'ai besoin de Mérine. Est-ce que vous avez abandonné toutes vos illusions professionnelles en tant que présidente de l'UAG, l'Université des Antilles et de la Guyane ? En fait, j'étais au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais moment, mais je reste très attachée à cette université et je continue à travailler, on va dire, pour cette partie du monde, comme pour toutes les autres. On en parle beaucoup depuis, mais à l'époque, vous vous êtes sentie victime de sexisme comme présidente d'université ? Oui, j'ai dû faire face à des violences sexistes extrêmement fréquentes, presque tous les jours pendant presque 4 ans. Et donc, ça marque et d'où, en fait, cette envie aussi d'écrire un essai sur le vivre femme aux Antilles que j'ai fait également sous le nom de Corinne Mancé-Caster pendant ma présidence. Retour au roman actuel, D'autres vies sous la tienne. Alors, les enfants qui grandissent, puisque c'est de ça qu'il est question, qui prennent leur envol, il en est aussi question. Et donc, c'est le chamboule-tout qui arrive dans la vie des parents, c'est quelque chose que vous connaissez de près, Mérine Seco ? Pas totalement, je l'ai connu puisque ma fille a laissé la Martinique à 14 ans quand elle a été bachelière pour venir s'installer ici. Elle a été bachelière à 14 ans ? Oui, elle a été bachelière à 14 ans, donc effectivement j'ai connu ça, mais je sais aussi que lorsque l'on habite une île, c'est une séparation et une déchirure qui sont peut-être plus fréquentes que lorsque l'on est sur le continent. En tout cas, c'est quelque chose, un événement qui marque beaucoup de familles insulaires. Alors vous-même, vous avez fait des allers-retours entre l'Hexagone et la Martinique. Ce besoin de savoir d'où l'on vient, il se renforce avec l'éloignement géographique ? Oui, parce que l'éloignement géographique vous met en contact avec d'autres regards et ces regards vous scrutent, vous interrogent et vous obligent à une introspection à laquelle vous n'étiez pas contraint nécessairement lorsque vous viviez dans votre pays d'origine. Est-ce que ça vous embête quand on vous pose des questions justement sur votre origine ? Certains disent qu'on est toujours renvoyé à ça. Est-ce que vous trouvez ça légitime ou envahissant ? Ça dépend de la manière dont le questionnement s'opère. S'il s'opère de manière bienveillante, par curiosité saine, au contraire, c'est un plaisir de dire d'où l'on vient. Si c'est une manière de stigmatiser ou de vous renvoyer vers des origines lointaines pour marquer une forme d'illégitimité, c'est plus embêtant. D'autres vies sous la tienne, votre roman Mérine Seco, dans lequel nous allons nous immerger le temps d'une lecture de Louisa Lassène. Je ne veux plus rien te cacher. J'ai honte d'avoir reproduit ce que j'ai tant de fois reproché à ma mère et à ma grand-mère. Des secrets de famille. Aujourd'hui, obligée de reconnaître que j'ai agi exactement comme elles, alors que j'ai tant souffert de leur silence, je les juge moins durement. Il faut du temps et de la maturité pour comprendre qu'il n'est pas facile de regarder son histoire en face. Il faut encore plus de temps et de maturité pour arriver à en parler. On n'est pas responsable des fautes de nos aïeux, mais on les endosse, malgré nous, à notre insu. On en porte le fardeau et la honte. Je t'entends, du haut de tes 21 ans, t'exclamer que non. Jamais tu ne te sentirais honteuse de ce que tu n'as pas fait et que l'on vient au monde innocent. Ce n'est pas si vrai, ma petite fille, ou si c'est vrai, ça ne l'est que partiellement. Tu connais ce dicton ? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Cécile écrit à sa fille Anita tout ce qu'elle ne lui a pas dit quand elle était encore là. Il faut dire qu'Anita est partie travailler dans une ONG, dans un pays qui pourrait bien être Haïti, mais que vous maintenez anonyme. Alors pourquoi Anita a ressenti ce besoin de prendre ses distances avec sa famille ? Il me semble que que le silence peut être pesant et peut-être que... Trop de non-dits ? Oui, trop de non-dits et peut-être une vie trop parfaite
trop parfaitement fabriqués. Une famille idéale où tout marche très bien, Voilà. sauf qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et l'épée de Damoclès, c'est le passé du côté maternel. Voilà, c'est le passé du côté maternel qui donne envie à Anita de se rapprocher peut-être des origines des pays, enfin de la zone géographique d'origine de sa mère et de poursuivre elle-même une quête que sa mère ne veut pas entreprendre avec elle. Sans y aller directement, parce que ça lui fait peur de se retrouver à l'endroit où il y a peut-être quelque chose qui va pouvoir émerger. Oui, et puis ce serait peut-être trop provocateur par rapport à ses parents, puisqu'elle veut leur faire croire qu'elle part juste dans le cadre d'une première initiation professionnelle. Croyez-vous aux marqueurs héréditaires, à ces histoires que l'on essaye d'enfouir, mais qui passent leur temps à ressurgir? Oui, j'y crois et dans nos pays, en tout cas, il y a beaucoup d'exemples. Et puis, je crois que c'est mieux d'arriver à mettre des mots sur ce qui fait mal pour tourner la page et avancer mieux, je pense. Le sens du titre d'Autre vie sous la tienne, c'est que les secrets de famille creusent des galeries qui menacent toute vie d'effondrement. Oui, tout à fait. Et c'est surtout l'illusion qu'on peut avoir de croire que ces vies n'existent plus et que l'on peut s'en affranchir. Est-ce que vous avez le sentiment, Mérine Seco, que plus on avance en âge, plus on se rapproche de ses origines? Oui, en tout cas, plus on cherche à leur donner du sens et plus aussi on essaie de s'en dégager quelque part. Mais pour arriver à s'en dégager, il faut arriver à percer leurs secrets. Francosphère, Dominique Rodrère. Nous sommes en compagnie de Mérine Seco pour son roman aux éditions Écriture d'Autre vie sous la tienne. Il y est question de plusieurs générations de femmes malmenées par la vie et dépositaires d'un terrible secret de famille qui, loin de s'alléger avec le temps, agit comme une bombe à retardement. En ayant grandi au Yémen, Abdou Samad n'a pas eu un grand goût pour sa propre enfance. C'est ce qu'il avoue à Anne Bonneau, mais ses souvenirs sont quand même adoucis par l'acide qui ne s'écrit pas du tout comme celui que l'on connaît. Acide. Acide, ça s'appelle. C'est comme acide, mais c'est pas acide liquide qui tue, mais acide. C'est une devinette. C'est ce qu'on appelle acide. Acide, c'est juste de farine qu'on prépare, qu'on mélange avec du sel et de l'eau. Et ensuite, on verse dans le gros marmite, mais il faut passer des heures à tourner, jusqu'au moment où ça devient une sorte de pâte, comme de pâte du pain. C'est comme la farine qu'on prépare avant de faire cuire, comme ma farine de pain, là, dure. Oui, voilà. Ça fait ça, mais la différence, c'est que il est cuit. Il n'est pas cru pour mettre dans le four. Mais c'est la farine liquide, comme de crêpes, au fait. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons voir si vous avez bien retenu la leçon sur le soufflet. Comme si qu'on fait des crêpes pas cuites, en fait, à peu près ça. C'est comme les crêpes, t'as fait trop épais, tu l'as fait rapidement dans le feu, il n'est pas cuit. Ça ressemble à ça, à peu près, l'aspect. Ouais. Je crois que je comprendrai jamais. Donc le fait que la farine liquide qu'on mélange, qu'on fait tourner pendant 2 heures, jusqu'au moment où il cuit elle-même, c'est un truc que j'ai jamais vu en Europe. C'est même dans le restaurant à Jordanie, ils font pas ça. Et après on fait ça, on verse la viande sauce ou bien pas de sauce au milieu et on mange à la main et c'est très très bon. Mais c'est quelque chose qu'on fait dans le grand moment parce que c'est compliqué à faire, c'est long, il faut de muscles, il faut prendre des heures et des heures à faire. C'est comme vous, madame. J'attends. C'est le vendredi, c'est le repas. Sortez. Ah oui, chez nous, le vendredi, c'est notre jour de fête. Donc on fait ça le vendredi, mais tout le monde attend impatiemment de attendre le vendredi pour manger ça. Tu devrais apprendre à cuisiner comme maman. Ça, c'est le pas, voilà, ça j'aime beaucoup. Ça, c'est un truc où, même tous les jours, c'est pas un problème, ouais. Connaissez-vous, Mérine Seco, l'équivalent de cette farine liquide dont le résultat est à mi-chemin entre le pain et les crêpes? Oui, alors ça peut être à la fois le bokit et ça peut être aussi dombré.
Alors si je vous ai bien lu, vous avez un faible pour les pois d'Angole, non? Oui, tout à fait. Hein, ils reviennent assez souvent les pois Oui, d'Angole c'est à vrai. plusieurs pages. Oui, parce que j'ai un faible pour Noël et c'est le plat de Noël, même si on peut le manger à d'autres moments de l'année. Quoi d'autre enchantait votre enfance sur le plan culinaire? Alors les acras de morue de ma grand-mère, vraiment. Et puis ses œufs pochés aussi. Et puis tout ce qui est le plat typique pour la communion, le pain au beurre et le chocolat antillais. Quelle recette vous est impossible de réussir à Paris comme en Martinique, parce qu'il vous manquera toujours quelque chose, ne serait-ce que l'atmosphère antillaise? Ah ben, les acras. Les acras Les de acras, morue. pourtant, on en voit beaucoup des acras, ça s'exporte beaucoup, mais Oui, c'est mais jamais ça n'a pareil. pas, voilà, ça n'a pas ce goût unique qu'ils ont aux Antilles. Non, j'arrive pas. C'est une espèce de succès d'année, Voilà. d'ersatz. Exactement, mais pas la même chose. Vous vous sentez en exil quand vous vivez en métropole? Parfois, oui, quand il n'y a pas du tout de lumière. Oui. Et c'est l'éloignement qui nourrit votre désir d'écrire, Mérine Seco? Je crois que c'est plutôt, c'est pas tellement l'éloignement que le fait de nourrir, on va dire, une réflexion ou des inquiétudes. Quand je suis très très bien, trop bien, j'ai pas envie d'écrire, donc je pense que c'est un peu commun à beaucoup de gens, mais il faut avoir un manque. Il faut toujours un manque pour Et écrire. vous avez besoin de puiser dans votre terroir. En tout cas, vous ne pourriez pas écrire sur un autre lieu que sur la Martinique, même si elle n'est pas nommée, même si vous tournez autour, même s'il y a des espèces de fausses pistes de pays qui n'ont pas de nom. En fait, si, je pourrais écrire sur d'autres lieux et ce serait peut-être même une délivrance, mais je crois qu'il y a encore des choses à dire sur ce pays et je crois que je suis bien placée pour en parler. La colonie, allez t'en retourner. Et c'est par amour, nana t'es pas en étudiant. Et c'est par ce pour moyen, pas qu'à les points blancs. Par un bon ami, moi ça quitter en barbi. Pour la colonie, allez t'en retourner. Ah, bon étudiant là, notre savon à mes nanas. Et notre t'es qu'à ignorer. Ah, pauvre étudiant, notre savon à mes nanas, mais notre déca ignoré, il faut me glacer pour L'orchestre du Bal Blomet, dirigé par Ernest Léardet, l'enregistrement remonte à 1930. Il a été sauvé par les éditions Frémaux et Associés dans leur coffret Begin, Valse et Mazurka créole. Vous savez comment s'appelle ce morceau, Mérine Seco? Non, je donne ma langue au chat. Eh bien, il s'appelle La Georginana. Ah Alors, je me suis demandé si ce ne serait pas une lointaine résurgence qui vous a inspiré le nom de votre personnage de grand-mère, Georgina. Là, en fait, Georgina, même si le personnage est complètement fictif, c'était le nom de la sœur de mon grand-père paternel. En quoi est-ce que c'est une femme poteau-miton, Georgina? Parce que c'est une femme qui a connu une adversité terrible et qui, malgré tout, est restée debout, comme on dit, a essayé d'élever sa famille dans la dignité. Chez vous, la transmission est matriarcale, mais la domination reste masculine? Oui, je dirais ça. Et justement, je crois que c'était aussi intéressant de tenir compte de plus en plus du versant masculin, parce qu'on s'est beaucoup intéressé aux généalogies féminines. Et j'essayais d'introduire l'importance de la généalogie masculine dans ce roman. Alors c'est un livre sur un secret. Qu'est-ce qu'on peut dire justement avant qu'il soit lu pour ne pas trop en dire, mais en dire suffisamment pour inciter le lecteur à le lire? Alors, je crois que c'est un livre sur le secret et peut-être aussi sur les métaphores ou les figures fantasmatiques du secret, comme celle du Dorlis, parce qu'il n'est pas toujours simple de désigner des coupables et de les humaniser. Donc, on préfère les mythifier et éviter justement d'avoir affronté la violence humaine directement. Alors, pour ceux qui nous écoutent en dehors des Antilles, décrivez-nous justement la figure du Dorlis. Alors, le Dorlis, c'est comme une figure de l'incube qui peut
pénétrer dans les maisons par le trou de la serrure ou les murs. Enfin, il n'a pas une forme matérielle ou physique. Et pendant que les femmes dorment, il se livre, voilà, il les pénètre en quelque sorte et il doit quitter la maison avant l'aube parce que sinon il se retrouve prisonnier de son corps humain qu'il récupère avec le lever du jour. Dans Comment ça s'écrit, on a pu entendre le célèbre auteur réunionnais Axel Gauvin nous expliquer ce qui lui avait donné à lui le goût de la langue parlée et écrite. J'ai un père et une mère qui, tous les deux, aimaient beaucoup la langue, le beau dire, le beau parler. Ma mère était directrice d'école, elle nous lisait des textes et elle lisait si bien que les élèves en pleuraient quelquefois. Et mon père nous racontait des histoires en créole, mais aussi il nous lisait le journal. Bon, quand on a 9 ans et qu'on vous lit un journal fait pour les grands, mais il lisait en nous faisant remarquer la beauté de telle ou telle phrase. Quel rôle ont joué vos parents, Mérine Seco, dans votre éveil linguistique sous toutes ses formes ? Mes parents étaient tous deux instituteurs et très passionnés de leur travail, donc il y a toujours eu beaucoup de livres à la maison. Donc c'est comme pour Axel Gauvin. Et puis voilà, j'ai eu très tôt l'envie de lire, et mon père m'a incité à écrire des poèmes dans un premier temps et il m'aidait et c'est lui d'ailleurs qui m'a trouvé mon pseudonyme Mérine Seco. Voilà. Et si vous aviez 10-12 ans aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'avec le même environnement, vous iriez forcément vers la littérature ? Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, justement, sont tentés par cette forme d'expression, selon vous ? C'est compliqué. Je pense qu'il faudrait une pédagogie particulière. Il faudrait renouveler toutes les pratiques pédagogiques. J'ai un fils qui a 14 ans et qui a envie de travailler dans l'audiovisuel. Ou les jeux vidéo, peut-être ? Les jeux vidéo, oui, mais je crois que la lecture a de sérieux concurrents et que si on ne passe pas par les images, peut-être le lien entre les métaphores des romans et puis ce qu'ils peuvent voir au niveau visuel, les jeunes ont du mal à comprendre pourquoi il faut perdre du temps à lire alors qu'on pourrait simplement regarder un film ou vivre autrement cette histoire. Axel Gauvin nous parle aussi de la lecture des journaux, du beau style, avant de vous retrouver dedans, peut-être, comme présidente d'université. Est-ce que vous étiez tentée par ce type de lecture-là ? Journalistique, vous voulez dire ? Oui. Au départ, oui, mais ce serait plutôt du journalisme, genre psychologie, philosophie, voilà, ce serait plutôt ce genre de là. Parce que pas les faits divers. J'ai du mal à être concrète, oui. Pourriez-vous, comme Axel Gauvin, écrire aussi bien en créole qu'en français ? Il y a des choses que j'écrirais mieux en créole. Et il y a des choses que je ne pourrais pas écrire en créole parce que mon esprit n'a pas été exercé. Il faudrait que je continue cet apprentissage que je suis en train de faire. Alors je l'ai dit aussi, vous êtes docteur des sciences du langage. Est-ce que ça aide ou bien ça inhibe un peu de pratiquer la linguistique pour la pratique littéraire ? Alors ça peut inhiber parce qu'on connaît tous les mécanismes, on les décrypte et on s'auto-censure et on s'auto-évalue en permanence. Donc ça, c'est inhibant. Ce qui est intéressant en revanche, c'est que quand on veut créer un effet, on sait à peu près comment s'y prendre. Dernière séquence de l'émission Le Speak French de Jean-Marie Chazot, qui se demande s'il n'y a pas une forme d'abandon de souveraineté universitaire dans le fait de donner des cours directement en anglais dans des amphis français. Pour améliorer l'attractivité des universités françaises, une loi a été votée sous le quinquennat de François Hollande permettant que des cours soient donnés en anglais. Loi adoptée après des débats houleux, comme cette séance où le député de l'opposition de droite, Daniel Fasquelle, est monté à la tribune et a commencé ainsi son discours. Mr. President, Mrs. Geneviève Fioraso, Minister of Higher Education and Research, dear colleagues, la loi sur les universités portée par la ministre Geneviève Fioraso sera finalement adoptée et près de 6 ans plus tard, 237 établissements supérieurs français, dont plus de la moitié publics, proposent des cours et même des formations complètes dans la langue de Shakespeare et de Wall Street. À l'étranger, on commence à s'inquiéter de cette anglicisation généralisée, aux Pays-Bas notamment, où dans les filières des sciences totalement anglophones, les jeunes néerlandais ne parlent plus leur langue. By the way, do you realize what message you send to la francophonie? Le sentiment là-dessus de l'universitaire Corinne Mancé-Caster.
Moi, je suis très favorable à une éducation plurilingue où toutes les langues ont leur place. Mais y compris dans des enseignements qui n'ont rien à voir avec cette langue? Non, mais quand je dis plurilingue, c'est-à-dire précisément ne pas mettre l'accent sur l'anglais. Au contraire, laisser à toutes les langues la possibilité, là où leur place se trouve, de s'épanouir. Tandis que finalement, en optant aussi massivement pour l'anglais, forcément, on discrédite et on donne moins de poids aux autres langues et on les dévalorise malgré tout. C'est-à-dire qu'il faudrait apprendre sur le plan universitaire le droit ou la géographie à l'Université des Antilles-Guyane en créole éventuellement? Oui, on pourrait apprendre en créole, en portugais, en brésilien. Voilà, l'important étant de multiplier les langues pour permettre justement ce décentrement et cette tolérance qui disparaissent de plus en plus, mais pas focaliser sur une seule langue et en particulier sur la langue la plus véhiculaire qui soit l'anglais. Alors je profite d'avoir une ex-présidente d'université sous la main pour vous demander, Corinne Mancé-Caster, pour le coup, comment se porte le système universitaire français quand vous le comparez à d'autres? Je trouve que le système universitaire français, il est peut-être un peu trop obsolète par moment, c'est-à-dire pas assez axé sur le futur. Je crois par exemple que nous sommes très attachés à développer des traductions littéraires de textes anciens et qu'il aurait été bon de continuer ça parce que c'est très formateur, mais aussi de mettre de la traduction économique, commerciale, journalistique pour permettre aux jeunes d'avoir plusieurs possibilités d'insertion professionnelle parce que ça devient compliqué de gagner sa vie uniquement avec Shakespeare et Cervantes. Alors il y a tout un débat évidemment sur l'université qui prône l'art pour l'art, l'université académique ou l'université avec, quelle horreur, des débouchés économiques précis, mais qui pourrait être une université libérale au sens politique du terme. Non, je pense qu'il y a de la place pour tout. On peut tout à la fois cultiver le goût de l'art pour l'art et puis ne pas être complètement coupé du monde, ne pas être dans sa tour d'ivoire non plus et être en capacité, lorsqu'on quitte l'université, de faire une traduction de n'importe quel type de texte, par exemple, ou pouvoir développer une compétence en langue dans tous les textes. Donc je pense qu'il y a de la place pour tout. C'est une question d'ajustement, de dosage, mais le problème c'est qu'on a deux blocs antagonistes qui sont irréconciliables. Et les universités décentralisées, très décentralisées, comme celle du Pacifique, comme celle de la Réunion, comme celle des Antilles-Guyane, elles se sentent vraiment concernées, reliées au système universitaire national ou bien isolées? Il y a un sentiment d'isolement et parfois un sentiment, on a l'impression de certain mépris de la part des grands, comme si c'était des sous-universités alors qu'il y a un travail extraordinaire qui s'y fait. Donc là aussi, c'est toujours cette question du regard des autres. Le tout, c'est de cultiver un regard positif sur soi et de continuer sa mission. Merci Mérine Seco. Je rappelle votre roman à lire aux éditions Écriture, D'autres vies sous la tienne. Merci également à Corinne Alexia, Anne Bonneau, Jean-Marie Chazot et Tiffaine Vittet.